Alors, je vais essayer de mener à mieux cette mission périlleuse et sans filet. Je voudrais d'abord remercier tous les orateurs pour la qualité de leurs exposés très denses et didactiques, parmi lesquels il est difficile de choisir les messages à emporter, parce qu'on pourrait dire tout est bon et tout est à emporter. Néanmoins, s'il faut répondre à la question, je vais essayer de le faire. Je voudrais d'abord vous remercier tous pour votre intérêt pour cette séance commune à nos deux académies, en rappelant que le programme émane directement du groupe de travail qui a été monté conjointement par l'Académie de médecine et l'Académie des sciences. L'idée de départ que nous avions eue avec Cédric Villani était que nous souhaitions nous investir sur ce sujet passionnant, mais qu'aucun ne disposait des deux versants de la culture nécessaire, c'est-à-dire d'un côté les malades, la médecine, la biologie, et de l'autre les algorithmes, les mathématiques, l'informatique, les statistiques. D'où le projet d'un groupe biacadémique et qui a été, je dois le dire, soutenu immédiatement par les conseils d'administration des deux académies. Nous avons été rejoints par des membres de grande valeur, très assidus aux réunions mensuelles, et malheureusement, il n'y avait pas assez de temps aujourd'hui pour que tous puissent s'exprimer. Je voudrais aussi remercier tous les experts, une trentaine depuis le début de l'année, académiques et industriels, qui sont venus nous faire partager leur enthousiasme pour le sujet. Alors, au départ, nous avons eu trois questions sémantiques dont la portée ne vous échappera pas. La première, c'était concernant le titre du groupe de travail. Est-ce qu'il fallait mettre un S ou pas de S à mathématiques? Je laisserai y réfléchir. Ça nous a pris quelques temps. La deuxième, pour Big Data, on savait qu'à Data, il ne fallait pas de S parce que c'était le pluriel de datum en latin et qu'il ne faut pas de S. Ou mégadonnées, ou données massives, ni l'un ni l'autre des termes ne sont très jolis. Et enfin, oncologie, on a choisi parce que c'était plus édulcoré que cancérologie. Voilà les problèmes qu'on a eu à résoudre au départ. Alors, je vais prendre les exposés un par un. Et Manel Bakri nous a parlé du potentiel fantastique de regrouper en une base de données géante les données de l'assurance maladie, des hôpitaux, des causes des décès de 65 millions de personnes, et de la qualité du partenariat entre l'École polytechnique et la CNAM pour les exploiter à des fins de recherche. Il nous a dit les difficultés techniques rencontrées, mais il nous faut garder à l'esprit que ni les unes ni les autres de ces données n'étaient au départ prévues à des fins de recherche. La CNAM, c'était pour rembourser les feuilles de soins, le PMSI pour le fonctionnement et financement des hôpitaux. Donc c'est un usage qui n'était pas prévu au départ. Alors, bien entendu, il nous a dit qu'il était indispensable de protéger la vie privée des individus en anonymisant les données, mais qu'il ne faut surtout pas compromettre non plus le potentiel de recherche. Donc toute la question est et va être de trouver le juste équilibre entre les deux impératifs. Il nous a dit que ces données devaient être accessibles aux projets de recherche publics et privés et qu'il était aussi important de garantir l'accès de ces données qui sont publiques à des institutions publiques, même si elles disposent de moins de moyens financiers que certains groupes industriels. Et pour l'avenir, on peut penser que le potentiel considérable se concrétisera par des avancées importantes en épidémiologie pour chiffrer le coût des pathologies, le parcours de soins, l'état des pratiques de soins, par exemple les questions qui sont posées, qui sont dans la presse depuis 2 jours sur les chirurgiens qui opèrent trop de patients de manière injustifiée, la pharmacovigilance et bien d'autres. Thierry Collin nous a parlé des modèles de progression des tumeurs à partir des données d'imagerie. Alors l'imagerie, ces derniers temps, a fait des progrès considérables parce que la résolution des images descend de plus en plus et vient aux pixels, et les pixels en tomodensitométrique sont maintenant inframillimétriques, une partie de ces informations étant invisible à l'œil humain, mais exploitable grâce aux méthodes d'apprentissage statistique. Et ça permet, par exemple, de repérer les séquences caractéristiques d'une pathologie, d'une maladie. Et bien entendu, ça va amener à des modifications considérables du métier de radiologue. Actuellement, l'évolution d'un cancer est mesurée grâce au critère RECIST, qui en gros consiste à mesurer le plus grand diamètre de la plus grande tumeur, critères qui sont pratiques mais approximatifs et qui ont des limites, même s'ils ont été adaptés récemment. Comme il nous l'a dit, parce que par exemple les traitements anti-angiogéniques s'accompagnent au début d'une nécrose de la tumeur. Parfois il n'y a plus de cellules cancéreuses, mais la taille n'a pas changé. Et l'immunothérapie peut s'accompagner d'une pseudo-progression due à l'effet inflammatoire autour de la tumeur, alors qu'il y a une réponse. Thierry Collin nous a parlé des modèles de progression tumorale de plus en
plus performant pour différents types de tumeurs, le sein, le poumon, les métastases pulmonaires, les gliomes, les méningiomes, qui permettent même d'évaluer la compression de la tumeur sur le parenchyme cérébral non tumoral et donc les risques neurologiques. Les applications sont immenses, décider quand opérer, adapter la chimiothérapie, guider la radiothérapie ou la chirurgie stéréotaxique. Il a souligné l'importance de partager les données et de croiser les données d'imagerie avec les informations cliniques et biologiques. Car il y a aussi des progrès maintenant de l'imagerie fonctionnelle, de l'imagerie moléculaire qui est couplée à des biomarqueurs, et de nombreuses start-up, notamment en France, se sont investies dans ce domaine. Chloé Azincote nous a emmenés à l'échelle cellulaire et moléculaire. Elle nous a expliqué comment les nouvelles méthodes d'apprentissage statistique permettent d'automatiser l'analyse de grands nombres de données moléculaires qui ne seraient pas analysables autrement, pour comprendre comment l'expression des gènes peut être régulée par d'autres gènes, comment identifier les régions du génome qui sont associées au risque de survenue d'un type de cancer et à son pronostic, c'est-à-dire à sa réponse au traitement et au risque de récidive ultérieure. Et in fine, c'est-à-dire déterminer quel traitement donner à un patient en fonction des caractéristiques moléculaires de sa tumeur. Elle nous a parlé des obstacles actuels, c'est-à-dire le déséquilibre entre le grand nombre de variables étudiées et la faible taille des échantillons, c'est ce qu'on appelle le syndrome du petit n et du grand P, qui sont le faible nombre d'échantillons disponibles, difficiles pour entraîner les modèles. Elle nous a parlé des solutions possibles, c'est-à-dire d'une part, avoir plus de données, collecter plus de données en développant les plateformes, et bien entendu, ça doit être un objectif important. Partager les données qui existent, c'est à la mode, encore faut-il le faire, et utiliser l'apprentissage multitâche pour résoudre simultanément des problèmes similaires. Ça, c'est pour avoir plus de données, et pour mieux les utiliser, c'est mieux utiliser les données disponibles en réduisant le nombre de variables grâce à la sélection, grâce à des méthodes d'apprentissage statistique. Jean-Yves Blais nous a indiqué comment les études cliniques en cancérologie ciblent désormais les anomalies moléculaires plus que les organes, avec l'exemple des gystes, des gastro-intestinal tumors, des tumeurs stromales digestives, ce qui repose sur l'identification de biomarqueurs et donc des mutations pilotes fortes. Il nous a rappelé que les mutations somatiques sont hétérogènes, à plusieurs endroits dans une même tumeur au départ, et dans l'espace et dans le temps, en fonction du traitement. Il nous a parlé des progrès considérables et récents de l'immunothérapie grâce à l'usage des inhibiteurs de checkpoint qui permettent aux défenses immunitaires de l'organisme de lutter contre les tumeurs. Le problème, c'est que moins de 20% des altérations pilotes fortes disposent actuellement de médicaments ciblés et qu'à l'heure actuelle, le diagnostic moléculaire, ce qu'on fait en réunion de concertation pluridisciplinaire, est surtout utilisé pour sélectionner les malades pour des études de phase 1, pour avoir l'accès aux molécules qui sont hors AMM, mais peu encore comme outil thérapeutique. La question, c'est pour combien d'années encore? Il nous a expliqué aussi comment la recherche clinique en cancérologie évolue vers de nouveaux paradigmes dans les dernières diapositives. Les schémas actuels qui partent d'une hypothèse basée sur l'intuition et les expériences précliniques, puis les études cliniques phase 1, phase 2, phase 3, actuellement s'essoufflent, parce que les différences qu'on recherche sont petites, parce que du coup la taille des échantillons doit être plus grande, parce que la durée des études augmente, souvent plus de 10 ans, et parce que leur coût explose et que les résultats dans la majorité des cas sont négatifs. D'où maintenant l'usage et l'importance des plateformes, mais il est important ces plateformes qu'elles enregistrent les données cliniques et moléculaires qui doivent être développées, ainsi que le partage des données pour analyser des centaines de génomes pour pouvoir découvrir des signaux faibles et établir des hypothèses. Il vous a expliqué aussi les nouveaux formats d'essais cliniques, l'essai panier, même gène, plusieurs histologies, parapluie, une histologie, plusieurs gènes, pieuvre, octopus, bras multiples, et bien entendu des méta-analyses.
Alors, on n'a pas pu couvrir tous les sujets au cours de cette séance, très riche. On n'a pas parlé de la télémédecine, on n'a pas parlé des objets connectés, on n'a pas parlé de l'industrie du médicament, qui là peut aussi bénéficier de manière très importante de l'usage des données massives, notamment pour abréger la durée des études, en identifiant plus précocement les signes d'échec et la toxicité, et donc réduire le coût de développement. J'espère ne pas avoir dénaturé la pensée des orateurs. Et avant de conclure, je voudrais faire deux remarques. Une première, c'est une question qu'on pose. Est-ce que les algorithmes vont remplacer les médecins? Alors pour certains, le patient va, entre guillemets, prendre en charge sa santé et son destin. Alors politiquement, ça paraît correct. En fait, ça paraît peu réaliste et peu souhaitable. Je pense que le big data et les mégadonnées sont un outil formidable pour aider au diagnostic, au choix du traitement. Mais un être humain malade n'est pas une automobile qu'on va emmener au garage et le brancher sur l'ordinateur qui va dire qu'il faut remplacer les carburateurs ou envoyer la voiture à la casse. Un malade a besoin d'une personne de confiance d'abord pour l'examiner, ensuite pour l'informer et le conseiller. Et puis enfin, à l'heure où tous les géants du numérique américain ou chinois se sont lancés sur le sujet des cancers, vous avez constaté que la France dispose d'atouts majeurs, de beaucoup de talents, des startups dynamiques qu'il faut aider. Et on espère que cette séance et les recommandations du rapport à venir sur l'intelligence artificielle permettront dans notre pays des avancées significatives. Je vous remercie.